Bienvenue à cette émission de Jeux de puissance. Ça fait quoi, 6 épisodes là qu'on est rendu? 5 épisodes, je vais pas me bourrer, fait que je vais pas dire le chiffre qu'on est rendu. Aujourd'hui, je suis tout seul et je vous parle des multiples défaites des Canadiens cette semaine. Une défaite de 8-2 et une défaite de 6-3. Et on va parler aussi de Martin Saint-Louis qui commence à s'impatienter en tant qu'entraîneur et de Christian Dvorak. Est-ce que c'est le prochain Yoel Armia? On en parle aujourd'hui. Bonne émission. Les Canadiens qui se sont inclinés 8-2. Petit problème en régie, mais ça arrive. Les Canadiens qui se sont inclinés 8-2 contre le Kraken de Seattle et 6-3 contre les Capitals de Washington cette semaine. Deux grosses défaites des Canadiens après un week-end qui était pas mal... on s'attendait à mieux des Canadiens la semaine passée après la défaite de 7-2 cette fois. Mais là, les Canadiens ont passé un très bon week-end, ont très bien travaillé et ont repris là où ils l'ont laissé la semaine dernière avec une défaite de 8-2 contre le Kraken de Seattle. Ça, ce que ça veut dire, c'est comme Martin Saint-Louis l'a dit, on n'est pas bon les mardis soirs. Hein? On n'est vraiment pas bon les mardis soirs. Et on voit que il y a un gros problème avec les Canadiens de Montréal, puis ça, c'est pas un secret pour personne, là. Mais je vais vous sortir quelques stats que j'ai sur mon téléphone actuellement. Kirby Dach, là, il y a 5 points en 11 matchs, ok, ça va, là, c'est dans la moyenne de l'équipe. Mais il y a une fiche de moins 12 quand même, hein. Pour ton deuxième joueur de centre, ça fait mal. C'est le pire dans l'équipe des Canadiens de Montréal, moins 12. C'est incroyable. Ton joueur le plus puni chez les Canadiens de Montréal, certains vont s'attendre à Arber Xhekaj ou Jayden Struble. Eh bien non, c'est Mike Matheson qui a 25 minutes de pénalité. Pourtant, il y a quand même 9 points en 11 matchs. Là. Pas encore son premier but, mais il y a 9 points en 11 matchs, mais 25 minutes de pénalité pour Mike Matheson. C'est quelque chose. Le deuxième, c'est Josh Anderson à 19 minutes. Puis bon, on peut se dire que Mike Matheson s'est battu. Josh Anderson s'est battu, donc c'est sûr que les pénalités montent vite quand tu pognes des 5 minutes. Mais quand même, c'est impressionnant. Les trois joueurs en fait qu'on aurait peut-être totalement rien à dire, ça serait Nick Suzuki qui a plus qu'un point par match, hein, 13 points en 11 parties, et Cole Caulfield qui a un but par match pratiquement. Là, c'est 10 buts en 11 parties pour un total de 11 points. Il a seulement une mention d'aide, Cole Caulfield, cette saison, mais il est dans les meilleurs buteurs de la Ligue nationale. Pour le troisième joueur que je vais vous parler, c'est Juraj Slafkovský. Je pense pas qu'il y a des trucs à se reprocher. 7 points en 8 matchs. Il joue très bien, Juraj Slafkovský. Le seul truc, c'est que justement, tu as juste 3 joueurs dans l'équipe qui jouent bien. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec le reste de ton équipe? Eh bien, c'est là qu'on arrive avec Brendan Gallagher qui a 4 buts seulement depuis le début de la saison. Et c'est ton, mesdames et messieurs, deuxième meilleur buteur de l'équipe derrière Cole Caulfield. Donc, il y a beaucoup de choses à faire avec les Canadiens de Montréal. Je regarde cette équipe-là, puis tu sais, quand on joue à des jeux vidéo, là, puis on joue à NHL, puis on fait une simulation de carrière, là, pas mal des joueurs là-dedans que j'aurais crissé aux poubelles. Mais bon, on est rendu avec des gros contrats à Montréal. Josh Anderson, Brendan Gallagher. On peut rentrer les contrats de Suzuki, Caulfield et Slafkovský là-dedans, là, mais eux valent la peine d'être payés 7,8 millions de dollars par année. Un Gallagher à 6,5, s'il te fait juste 4 buts en 11 matchs, c'est déjà mieux que l'an dernier, certains diront, mais c'est beaucoup trop cher payé pour un attaquant de 4e trio. Un joueur qui manque beaucoup aux Canadiens quand il n'est pas là, c'est Kaiden Guhle. Kaiden Guhle, quand il n'est pas là, ça fait mal. C'est le seul défenseur, si je ne me trompe pas, je vais juste m'assurer de ne pas dire une bourde, là. C'est le seul défenseur des Canadiens qui a une fiche positive. Ça en dit long. Tu sais, quand on parlait de Lane Hutson comme quoi c'était le futur meilleur défenseur des Canadiens, oui, au niveau offensif, là, mais le meilleur défenseur des Canadiens présentement, il s'appelle Kaiden Guhle et il n'a joué que 6 matchs cette année. Donc, beaucoup de trucs à travailler et moi, je veux en venir à l'impatience que Martin Saint-Louis a eue cette semaine après la défaite contre les Capitals de Washington. Pour vous mettre en contexte, les Canadiens perdaient 1-0, sont revenus dans le match, ont marqué 2 buts en 30 secondes à peu près. C'était 2-1 les Canadiens. Et les Capitals sont venus pour faire 3-2. Les Canadiens ont égalisé, ça fait 3-3. Et boum, on arrive en troisième période, les Canadiens s'écroulent. Ou comme dirait Martin Saint-Louis, les Canadiens se sont vomis dessus
en troisième période et ça s'est terminé 6-3 pour les Capitals. Un match qui n'a rien à voir avec le match de mardi contre le Kraken où les Canadiens n'étaient juste pas là. Josh Anderson a marqué dans ce match-là. Cole Caulfield fait des buts à chaque match, mais l'équipe ne gagne pas. Et les Canadiens, c'était, je crois, la 6e fois cette saison déjà qu'ils accordaient plus de 5 buts dans un match. On est à 11 matchs de jouer. C'est plus que la moitié des matchs où les gardiens accordent plus que 5 buts. C'est un problème défensif, 100%. Et l'an dernier, avec 3 gardiens, les Canadiens, dans toute leur saison, ont accordé 6 buts et plus 8 fois seulement. Avec 3 gardiens. Donc, avec le fameux ménage à 3 que tout le monde disait, ça va scraper les gardiens. En tout cas, à moins que ce soit Jake Allen qui a été le sauveur l'an dernier. Je pense pas, parce que l'an dernier, les meilleures statistiques, c'était M. Montembeault qui les avait. Et Primo avait de très belles statistiques aussi. Jake Allen, c'était le gardien le moins performant l'an dernier pour les Canadiens. Il se retrouve au New Jersey présentement et les Canadiens sont en train de crasher, si on utilise le terme anglais. Dans les multiples joueurs que les Canadiens ont à se débarrasser, il y en a un qui ressort plus que d'autres et c'est Christian Dvorak. Rappelez-vous, Christian Dvorak, on l'a acquis en retour d'un choix de premier tour qu'on a reçu avec le départ de M. Jesperi Kotkaniemi. Et on a échangé ce premier choix-là pour Christian Dvorak avec un choix de troisième tour pour remplacer la perte d'un certain Philippe Danault. Philippe Danault qui, lui, jugeait que les Canadiens ne payaient pas à sa juste valeur. Il est allé à Los Angeles prendre un contrat de 5,5 millions de dollars par année pendant un certain nombre de temps. On signe pas en fait, on échange au Coyote de l'Arizona un choix de premier tour, un choix de troisième pour M. Dvorak, qu'on dit tous les problèmes qu'on pense avoir avec la perte de Danault vont être palliés par M. Dvorak. Eh bien, mesdames et messieurs, ça ne marche pas, puis ça ne marche pas depuis 3 ans, là. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec un joueur de centre, supposé être un joueur de centre polyvalent, capable de jouer dans les meilleures situations, contre les meilleurs éléments des équipes adverses? Il ne fait pas le travail, il ne marque pas de points, et il prend de la place dans l'alignement qui ne lui revient pas, en fait. Un joueur de centre de 4e trio, c'est pas supposé être Dvorak, là. C'est supposé être un Jake Evans ou un joueur du Rocket de Laval que tu veux lui donner une chance. C'est pas supposé être un vétéran comme Christian Dvorak, ton joueur de 4e trio, à 4,5 millions de dollars par année. Et là, je vois les choses aller. Ça va coûter cher un 4e trio à Montréal. Tu as Brendan Gallagher à 6,5 à droite. Tu as Christian Dvorak au centre à 4,5. Puis à gauche, comme c'est parti là, tu vas te retrouver avec un autre Josh Anderson à 5,5 ou un Joel Armia qui est payé 3,4. Ton 4e trio est le plus dispendieux dans la Ligue nationale de hockey. Et tu n'as aucun bénéfice de ce 4e trio-là. Parce qu'ils ne jouent pas à la hauteur de leur salaire. Pour l'instant, ça va par contre, parce que les Canadiens sont une jeune équipe. On a des jeunes qui poussent chez le Rocket. On peut faire monter des Joshua Roy quand ça nous tente. On peut faire monter des Logan Mailloux quand ça nous tente. Mais ces joueurs-là ont-ils vraiment un intérêt pour leur développement de venir jouer avec une équipe qui ne se trouve pas sur la glace? Est-ce que c'est pas mieux pour eux de rester avec le Rocket de Laval, justement, qui va bien? Le Rocket de Laval va super bien présentement, là. Un des meilleurs débuts de saison du Rocket, là. Donc, pour ces joueurs-là, puis moi, je pense aussi à des jeunes comme David Renbacher, là, qui est blessé présentement, va revenir beaucoup plus tard dans l'année. Lui va probablement perdre une année de son développement et va devoir rester une année de plus à Laval. On pensait que ça allait être cette année, là. Cette année, elle allait passer toute l'année à Laval. L'année prochaine, elle allait peut-être essayer à Montréal, mais va passer du up and down Laval-Montréal. Avec la blessure qu'il a eue, je pense que Reinbacher, cette année, va être à Laval tout le reste de la saison s'il revient pendant la saison. Et l'année prochaine, va repasser une année complète à Laval. Je peux pas croire qu'on va le monter prématurément comme ça, là. Fait que là, tout ça, là, puis pourquoi je décompose tout ça, c'est pour vous amener à la situation en défense des Canadiens de Montréal. J'en avais parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant, que les Canadiens étaient la plus jeune défensive pratiquement de la Ligue nationale. Que dans toutes les équipes, t'as pas beaucoup de joueurs en bas de 24 ans en défense.
Puis les équipes qui ont gagné la Coupe Stanley sont toutes des équipes qui, en bas de 24 ans, tu avais peut-être 1 ou 2 joueurs maximum. Chez les Canadiens, tu en as 4. Et ce qui nous vient à l'esprit, c'est que Mike Matheson, son contrat vient à échéance, on va devoir le re-signer, mais est-ce qu'on veut le re-signer chez les Canadiens ou on veut faire de la place pour un autre de nos jeunes? Je parle de Reinbacher ou Mailloux, là. Et même Hudson. Hudson va peut-être prendre ce spot-là. Là. Après ça, David Savard, un défenseur droitier, un vétéran. Il ralentit, Savard, là, il vieillit. Là. Puis c'est un gros bonhomme aussi, là, David Savard. Fait qu'il il patine pas très vite déjà, puis là, il vieillit, fait qu'il patine encore moins vite. Et il est dans la dernière année de son contrat. Est-ce qu'on va le re-signer? Est-ce qu'on va l'échanger? Est-ce que c'est une bonne chose pour les Canadiens d'échanger leurs vétérans? Alors que là, présentement, si tu échanges Matheson et tu échanges Savard, ta défensive seront composées que de joueurs en bas de 24 ans. Il y avait une statistique qui était montée montrée à RDS, puis je trouvais ça intéressant. Si tu mets le nombre de matchs de David Savard, il a plus de nombre de matchs à lui seul que les 4 autres défenseurs jeunes des Canadiens de Montréal. À lui seul. Et il n'a pas joué 1000 matchs encore, David Savard. Là. Donc, ça en dit long sur l'expérience que ces jeunes-là ont. Et si tu n'es pas bien entouré, comment tu peux promettre une équipe gagnante à tes partisans si ces jeunes-là n'ont jamais appris à gagner dans la Ligue nationale? C'est la raison pour laquelle je dis, est-ce que Christian Dvorak est le prochain Joel Armia? Dans l'optique où il ne performe pas dans la Ligue nationale, il a son contrat de 4,5 millions d'empoché. Lui, il pourrait rester à glander toute la saison, puis il va gagner 4,5 millions. Là. On pourrait le retourner à Laval, il va faire 4,5 millions aussi. Là. Pardon. Et tout ça pour venir au point que l'an dernier, quand Martin Saint-Louis et Kent Hughes ont décidé d'envoyer Joel Armia à Laval, malgré son contrat de 3,4 millions de dollars par année, ça l'a réveillé Joel Armia parce qu'il y a eu un choc. Pour lui, il appartenait à la Ligue nationale. Sa place était dans les trios des Canadiens de Montréal. Et on l'a envoyé à Laval en lui disant « T'es pas assez bon pour fitter dans nos trios. » Puis c'est même pas une équipe conquérante, c'est pas une équipe qui va gagner à Coupe Stanley, les Canadiens. Là. On s'entend que Joel Armia, à Tampa Bay, il a de la misère à se faire sa place. À Montréal, c'était facile pour lui l'an dernier là, de faire sa place, mais il la faisait pas. Paresse. La paresse, c'est la plus grande... Le manque de constance aussi de Joel Armia était son plus grand défaut. On l'a envoyé à Laval et ça l'a miraculeusement changé. Il est devenu un nouvel homme, M. Armia. Il est revenu, puis il a fait sa meilleure saison en carrière en termes de buts. Ça l'a un wake-up call, comme on dit. Pourquoi pas faire ça avec d'autres de tes vétérans quand ton équipe est déjà à terre? Là? Tu peux pas la mettre plus à terre que ça. Le trou est déjà creusé. Ils sont déjà au fond du trou. Fait qu'envoie-en à Laval pour les réveiller, pour peut-être récompenser en même temps certains jeunes qui sont à Laval, qui jouent bien eux autres. Ils vont peut-être pas être aussi bons que ces vétérans-là, mais tu les récompenses pour le travail qu'eux font, qu'à Montréal, ne sont pas capables de faire. C'est peut-être ma vision des choses, c'est peut-être plus compliqué que ça en termes business, mais parlant de business, justement, depuis la blessure de Laine, là, j'avais la sensation que les Canadiens joueraient plutôt bien, mais correct. Jusqu'au retour de Laine. Puis là, au retour de Laine, on aurait un boom, un gain de motivation de plus. Puis là, on serait parti pour vraiment être dans le mix. C'est ce que je voyais. Mais depuis le départ de Laine, côté marketing, qu'est-ce que tu vends à tes partisans? Autre que le but assuré de Caulfield à chaque match. Là. Parce que Caulfield ne va pas faire 82 buts dans l'année. Là. Il va en faire peut-être... S'il continue de même, c'est parti pour 50. Là. Mais il n'en fera pas plus que ça. Là. On va pas se mentir. Là. Il fera pas, c'est pas Austin Matthews, c'est Cole Caulfield. Fait que s'il fait ça, je suis le premier à lever la main et dire que je me suis trompé. Qui est meilleur que Matthews, mettons. Mais il y a 10 buts et une passe en 11 matchs. Ça veut dire que là, présentement, la seule façon de marquer pour les Canadiens, c'est de donner la rondelle à Caulfield. À un moment donné, les équipes vont savoir ça. Puis ils savaient déjà... C'est pour ça que Caulfield a eu de la misère l'an dernier, parce que c'était la seule attaque des Canadiens de Montréal, c'était le tir de Cole Caulfield. On s'est ajusté chez les Canadiens, et là, on revient un peu à la seule attaque des Canadiens, c'est Cole Caulfield. Oui, la personne qui fabrique le jeu est différente, c'est plus juste Nick Suzuki, il y a Lane Hudson maintenant qui fabrique des jeux.
mais le tir final vient souvent de Cole Caulfield. Donc, les équipes vont s'ajuster à un moment donné, puis ça va être plus dur pour Caulfield. Et quand ça va être plus dur pour Caulfield, qui va prendre la relève? Qui est-ce qu'on vend à nos partisans? Et c'était ça l'ajout de Laney en tant que tel, c'était que tu ajoutais un autre franc-tireur, un autre marqueur de but. Ça faisait que sur une première unité, ton danger, c'est Cole Caulfield. Sur ton deuxième, c'est Patrick Laney. C'est plus dur de défendre ça, puis tu peux mettre les deux sur la même unité, puis les défenseurs vont plus savoir où regarder. Là. Mais là, c'est pas le cas. Là, t'en as pas d'attaque, t'en as pas de danger dans ton équipe. Les joueurs jouent mou. Les joueurs se forcent pas. Puis pour un ancien joueur travaillant comme Martin Saint-Louis, ça commence à le piquer au vif. Et c'est pour ça qu'il se défoule maintenant devant les journalistes en disant « On s'est vomi dessus ». Puis il n'y a pas tort. C'était 3-3, le match était à portée de main. Et les Canadiens ont lâché prise. On lâché prise face aux Capitals. On laissé un but de plus pour le grand Ovechkin et on laissé la victoire filer entre leurs mains. C'est la faute à l'équipe, là. Est-ce que c'est... Je disais l'année passée, est-ce que Martin Saint-Louis est l'homme de la situation? S'il commence à se fâcher, je pense qu'il pourrait réveiller certains joueurs. Peut-être. Peut-être pas. Mais peut-être. Ça, on ne sait pas. C'est juste dans la chambre qu'on peut le savoir. Bref, je vais conclure là-dessus puis vous dire que le Canadien de Montréal, joue ce soir contre les Penguins de Pittsburgh à Pittsburgh. Le dernier match entre les deux équipes remonte au 14 octobre dernier, puis les Penguins l'avaient emporté au Centre Bell 6-3. On a l'habitude d'entendre ça 6-3 avec les Canadiens. Hein? Mais en tout cas, on va en reparler samedi prochain. Fait que stay tuned.